Allez, leur grand entretien ce matin avec François Asselineau, président fondateur de l'UPR. Bonjour François Asselineau, comment allez-vous? Bonjour Nicolas Vidal. Écoutez, je vais bien. Vous Hmm. savez, ça fait penser, cette question me fait penser, vous connaissez, c'est une blague qui avait été avec De Gaulle. Vous savez, De Gaulle avait été opéré d'un adénome de la prostate, ce qui n'est pas du tout mon cas, je vous rassure. C'était en 66 comme ça. Et puis il y avait eu une conférence de presse. Et il y avait le journaliste d'un journal qui a disparu depuis lors, qui s'appelait L'Aurore, et qui était un journal très, très, très à droite, qui était lu notamment par les pieds noirs, etc., les rapatriés d'Algérie. Et donc, c'était un journal qui était extrêmement critique contre De Gaulle et qui le vouait aux gémonies, etc. Et à un moment, dans la conférence de presse, il y a un type qui lève la main, c'était le journaliste de l'Aurore, et qui dit Mon général, vous avez été opéré, je ne sais plus quoi, les Français sont inquiets, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre santé? Et De Gaulle savait pertinemment que le journal en question souhaitait sa mort de tous les jours que Dieu faisait. Et De Gaulle a fait cette réponse qui est restée célèbre d'une façon extraordinaire. Il a dit Écoutez, pour l'instant, je vais bien, mais rassurez-vous, je ne manquerai pas de mourir. Voilà, ça avait fait le tour de France et le tour de la planète parce que c'était les saillies Oui. de Gaulle. Donc, je vais vous dire la même Elle chose. me dit quelque chose. Oui, 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 je la connaissais, mais elle est très très bonne et c'est bien que vous la rappeliez, que vous nous rafraîchissiez la mémoire avec ça. En tout cas, vous allez bien, François Asselineau, Oui, vous, je vais très bien. voilà. Je n'ai pas de problème de prostate. Je n'ai pas, non, non, je vais vraiment bien, comme d'ailleurs l'UPR, soit dit en passant, va très bien aussi. Parce que Oui, depuis, bon, on a eu des hauts et des bas comme tous les partis, hein, mais je ne devrais pas trop dire ça, mais de fait, l'opération en Ukraine nous a valu vraiment un regain d'intérêt énorme, parce que ça a fait tomber un des grands narratifs fondamentaux auxquels je me heurtais depuis 14 ans que j'avais créé l'UPR, c'est que les gens ils comprenaient bien qu'il y avait des problèmes avec l'Europe, mais tout le monde à la fin disait oui, mais l'Europe c'est la paix. Et oui. là Hmm. maintenant, plus personne ne dit ça. Plus personne ne dit ça. Ce qui veut dire que maintenant les gens au contraire commencent à comprendre que l'Europe nous emmène à la guerre. C'est un changement très. L'histoire, c'est difficile de parler d'histoire quand on vit de l'actualité. Mais si je me mets à la place d'un historien de la fin du siècle, ou en début 2100 par exemple, s'il étudie cette période, je pense qu'il montrera, en tout cas c'est ma conviction intime, qu'il y a eu des espèces de coups de boutoir dans l'évolution des sociétés occidentales, en particulier en France. Le premier coup de boutoir, ça a été l'affaire de la Covid. Enfin, d'abord l'affaire des Gilets jaunes, Hmm. Ouais. premièrement, et la façon dont ça a été traité. Deuxièmement, l'affaire de la Covid. Troisièmement, l'affaire de l'Ukraine. Et puis maintenant, les BRICS. Donc il y a toute une série d'événements qui donnent des grands coups de boutoir dans la domination du narratif en France et en Occident. Ouais, et c'est un vrai sujet concrètement, et on va en parler d'ailleurs. On va en parler de l'Ukraine parce que je voulais qu'on en parle véritablement parce que là, le jeu commence à se dévoiler. Il y a des choses, le narratif est en train, vous l'avez dit, de tomber et de sombrer, et les gens sont de plus en plus alertés là-dessus. Et tant mieux qu'il y ait encore une parole dissidente bien loin des grilles de lecture qu'on veut nous imposer. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, LCI a fait son mea culpa récemment, mais on en parlera après. On va parler d'abord de ce cher Emmanuel Macron, hein, président de la souveraineté européenne, qui est allé en Israël et en Cisjordanie. Et franchement, vous, comment vous avez vu ce déplacement d'Emmanuel Macron, qui franchement n'a pas été très brillant et qui a généré beaucoup de critiques, hein. Même l'Élysée a dû rétro-pédaler, notamment sur l'idée de coalition contre le Hamas. Alors, je dirais qu'il y a d'abord un problème, si je prends je vais prendre la plus grande hauteur de vue, puis après on va se rapprocher du sujet. Il y a un problème de fond qui est éludé par Macron comme ça a été éludé par ses prédécesseurs, c'est qu'il est quand même difficile de dire que on a signé puis ratifié le traité de Maastricht qui a créé une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, qui était un des trois piliers, comme on disait pour Maastricht, et qui s'est ensuite transformé en PESD, politique européenne de sécurité et de défense. Donc, d'après les traités européens, la France et les pays membres de l'Union européenne se sont engagés à avoir en fait une coordination de leurs politiques étrangères qui va quasiment jusqu'à la fusion.
Alors, il est difficile de dire ça et en même temps de parler de diplomatie française, comme de diplomatie allemande, de diplomatie italienne. Vous savez, c'est un vrai problème. Moi, je me rappelle, j'ai été au Quai d'Orsay, je vous le rappelle, et je me rappelle avoir vu des gens au Quai d'Orsay, dont évidemment je ne partageais pas du tout le point de vue, mais c'était déjà une question que les gens se posaient, des diplomates. C'était l'idée, mais si vous voulez, il y a des pays dans le monde où on a 27 ambassades. Voilà. Et donc, il y a des pays, par exemple, comme en Mongolie, qui est un petit pays, même si Macron, il n'y a plus que là-bas qu'il est reçu. Là-bas, il y a Ramallah. Euh, En Mongolie, il y avait eu une tentative qui avait été faite, enfin qui est faite d'ailleurs, d'avoir l'ambassade de France et l'ambassade d'Allemagne au même endroit, à Oulan-Bator. Mais alors, il y a des problèmes quand même constitutionnels parce que, bon, ils sont au même endroit, mais il y a quand même deux ambassadeurs. Bon. Donc, je me rappelle qu'il y avait des diplomates un peu échevelés à l'époque qui disaient, mais finalement, il faudrait avoir plus qu'une seule ambassade de l'Union européenne, etc. Ah, donc en fait, là, il y a un vrai problème de fond. On prétend avoir une monnaie unique. J'ai déjà expliqué 50 fois que ce n'est pas une monnaie unique, mais enfin, peu importe, les gens pensent que c'est une monnaie unique. Donc, pour la logique des traités européens, c'est d'avoir une diplomatie unique pour, paraît-il, peser plus. Et a fortiori, Macron, qui a à la bouche en permanence la souveraineté européenne, devrait être le premier à vouloir avoir une diplomatie unique. Bon. Mais le problème, c'est que d'abord, ça se heurte à la réalité, c'est-à-dire que Oui. les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. La façon même de voir un problème aussi difficile, aussi explosif que le problème israélo-palestinien qui empoisonne la vie internationale depuis des décennies, là-dessus, vous avez des réactions qui sont très diversifiées entre les pays de l'Union européenne. Par exemple, la Suède, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, je crois, reconnaissent l'État palestinien. Il y a 9 États. Bon. La France, non. Nous ne reconnaissons pas l'État palestinien. Euh, Pas plus d'ailleurs que l'Allemagne ou les Pays-Bas ne le reconnaissent. Nous, on est complètement alignés sur les États-Unis d'Amérique qui ne reconnaissent pas l'État palestinien, dont je rappelle à vos auditeurs qu'il a été proclamé officiellement il y a 25 ans, donc à Alger, par une réunion du Conseil national palestinien en exil qui était à Alger à l'époque, et que cet État palestinien est reconnu par 139 des 193 États membres des Nations Unies, c'est-à-dire 71,5%. Alors, pour des raisons qui sont franco-françaises, mais aussi qui sont liées à la puissance du lobby pro-israélien en France et aussi à nos liens avec les États-Unis, la France n'a pas reconnu l'État palestinien. Elle a donc une difficulté à apparaître comme étant un pays sur lequel, qui est un pays juste. Les Palestiniens, qui voient que la Suède, la Roumanie, que des pays, la Pologne, que des pays membres de l'Union européenne ont reconnu l'État palestinien, s'offusquent de constater que la France ne l'a pas fait. Et donc révoquent en doute la possibilité que la France agisse comme une espèce de bons offices, parce qu'ils pensent que la France est de parti pris pro-israélien. Alors, là-dedans, ce sont des sujets qui sont d'une extrême complexité. Je rappelle comme ça deux, trois choses pour que les gens qui ne connaissent pas bien ça aient bien à l'esprit. Ce qu'on appelle l'État palestinien, normalement, ça devrait être les territoires occupés que Israël aurait dû dégager en vertu de la résolution 242 de 1967 après la guerre des 6 jours, confirmée par la résolution 338 de 1973. Normalement, Israël aurait dû dégager ces territoires occupés, c'est-à-dire nominativement la Cisjordanie et la bande de Gaza. Or, non seulement Israël ne l'a pas fait, n'a pas appliqué ces résolutions du Conseil de sécurité, qui normalement, dans le droit international, sont d'application obligatoire, et je me permets d'insister sur le fait que s'il y a eu des résolutions qui ont été votées, ça veut dire qu'à l'époque, les 5 membres permanents étaient d'accord pour les voter, c'est-à-dire qu'on a eu un accord rare entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique de l'époque, plus la République populaire de Chine, le Royaume-Uni et la France. Donc, Israël ne les a pas appliqués. Et donc, Macron
Il arrive là-dedans un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En fait, on a l'impression qu'il est affamé d'avoir des justifications parce que personne ne veut plus le recevoir. Il est complètement tricard. Il s'invite en Israël et après ça, j'ai l'impression qu'il s'est un peu invité en Cisjordanie. Mais je Ouais. rappelle pour vos auditeurs que la Cisjordanie est dirigée, donc il y a une espèce de semi-capitale qui s'appelle Ramallah, avec un Mhm. type qui s'appelle Mahmoud Abbas, qui est à la tête de l'autorité palestinienne, dont on dit qu'il est un modéré. Les méchantes langues auraient tendance à le comparer à quelqu'un comme l'imam Chalgoumi en France, c'est-à-dire quelqu'un qui est, voilà, qui est plus que modéré. Et les méchantes langues disent que les dirigeants de l'autorité palestinienne sont extrêmement corrompus, etc., etc. En tout cas, il joue le jeu. En gros, c'est un peu excessif ce que je dis, mais en Mhm. gros, ils essaient quand même de jouer un jeu de modération vis-à-vis d'Israël. En revanche, la bande de Gaza, qui donc est séparée, disjointe, ce qui déjà n'est pas bon. Hein, il y a toute l'histoire du monde a montré que lorsque vous avez des États qui sont comme ça morcelés, ça ne marche jamais. Par exemple, les deux Pakistan, ça a mené à la guerre de 71 avec l'indépendance du Bangladesh. Le couloir de Nancy, qui a quand même quasiment mené à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ces trucs-là sont pas bons. Ouais. Actuellement, il y a le enclave de Kaliningrad, c'est pas bon non plus. Et Gaza est aux mains du Hamas. Alors, je Mhm. rappelle que le Hamas un groupement, est un parti politique. Enfin, il y a deux choses. Il y a la partie politique et la partie militaire. Le Hamas se présente aux élections et a ramassé 70% des voix. Alors, il y a tout le problème en France où Mélenchon est arrivé là aussi un peu Ouais. en mettant un peu les pieds dans le plat d'une façon assez maladroite aussi. Parce que le Hamas, dans sa branche militaire, ben, ne fait pas dans la vaisselle, fait des Mhm. actes que certains qualifient de terrorisme, des actes d'une extrême violence, des assassinats. Bon, on l'a vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il y a une espèce d'hystérie du débat où il faut absolument dire que le Hamas est une organisation terroriste. Euh, c'est vrai que les actes commis, ça, c'est des actes terroristes, mais j'insiste qu'ils sont commis par la branche militaire. Et j'insiste surtout sur le fait que la grande majorité des États du monde ne qualifient pas le Hamas de terroriste. Et même en Europe, la Norvège, par exemple, refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Donc, parce qu'il se focalise sur la branche. D'ailleurs, même l'Angleterre, je crois, a fait le distinguo. L'Angleterre considère que la branche militaire est une action terroriste. En attendant, ce Mhm. qu'il faut savoir, c'est que à l'origine de la percée du Hamas à Gaza, il y a la volonté d'Israël, et notamment de Netanyahou, d'avoir financé depuis des années le Hamas. Mhm. Parce que l'objectif qui a été poursuivi par les penseurs, par les stratèges israéliens, en particulier par Netanyahou, a été de faire la diviser pour régner, d'introduire un coin entre Mhm. l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à la bande de Gaza. Je pense qu'il y a quelque chose à quoi Israël devrait faire très très attention, c'est que on peut comprendre qu'ils aient voulu peut-être essayer de diviser pour régner, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas, et à mon avis, ils n'ont pas réagi avec l'autorité palestinienne comme ils auraient dû. C'est-à-dire que Mhm. l'autorité palestinienne, qui est plus molle, qui est plus prompte au compromis, au lieu de bâtir un État conformément les accords d'Oslo de 93, etc., dans le droit international public, l'écrasante majorité des États du monde, y compris les États-Unis, sont en faveur de la solution dite à deux États. Mhm. Certains Ouais. considèrent que ça n'est pas viable. Bon, mais c'est vrai que normalement, c'est la solution à deux États. Et à mon avis, si Israël avait voulu favoriser les modérés, ils auraient dû profiter de l'autorité palestinienne qui est plus modérée pour assurer l'apparition d'un véritable État en Cisjordanie. Mais ce n'est pas du tout ça. En Mhm. fait, ils n'ont cessé que de créer des colonies, au point même qu'il y a maintenant, je ne sais plus, 40% du territoire de Cisjordanie qui est colonisé avec des colonies juives illégales au regard du droit international. Tout le monde, y compris les États-Unis, qui se sont installés. Et en l'espace d'une vingtaine d'années, je crois qu'on est passé de 150 000 colons juifs en Cisjordanie
à 700, quelque chose comme 780 000. Donc il y a une véritable entreprise, en fait, de disparition. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe en Cisjordanie, les gens de Gaza le voient. Et à Gaza, Ouais. pourquoi est-ce qu'ils votent pour le Hamas? Parce ils se disent que s'ils ont la politique mollassonne, si j'ose dire, enfin mollassonne, toute proportion gardée, parce qu'il y a quand même aussi des attentats, mais s'ils ont la politique mollassonne de l'autorité palestinienne, eh ben, ils vont se faire bouffer. Et d'ailleurs, l'histoire leur donne un peu raison, puisque je rappelle que, je crois que c'est Ariel Sharon, avait, suite au conflit avec le Hamas à Gaza, avait retiré les colonies israéliennes à Gaza. Donc, si vous voulez, la politique actuellement de Netanyahou est une politique qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse parce que, euh, en fait, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? J'ai vu que comment il s'appelle? Jean-Louis Bourlange, qui est un Ouais. député du MoDem, je crois, il a fait un discours à l'Assemblée nationale qui était pas mal. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs avec. J'ai fait moi-même une vidéo sur ce Mm. sujet, le sujet le plus difficile de la politique internationale. Et il a eu cette formule que j'ai trouvée assez intéressante. Et en parlant du Hamas, il a dit que les actes terroristes commis par le Hamas étaient sans excuse, mais pas sans raison. Et j'ai Mm. trouvé que c'était pas mal vu. Parce que le problème, c'est qu'est-ce que Israël propose en fait aux populations palestiniennes? Il est là le problème. Et Mm. au-delà, si on reprend la hauteur de vue nécessaire, moi, ce problème israélo-palestinien me fait penser à un problème de partage des terres, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ça Mm. me fait penser à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., ou aux États-Unis d'Amérique. C'est lorsque vous avez un colon qui arrive et qui s'approprie des terres qui appartenaient à d'autres. Bon, la solution, l'histoire, l'expérience historique montre que c'est très difficile de gérer les deux parce que vous avez l'ancien propriétaire qui ne laissera jamais tomber. Voilà, c'est ça le Mm. problème. Alors, ça s'est réglé de quelle façon, si on prend les exemples, alors comparaison n'est pas raison, mais ça fait, je trouve, ça donne à réfléchir. En Australie, par exemple, il y a eu, enfin le pire, ça a été en Tasmanie, il y a eu des chasses à courre contre les aborigènes au XIXe siècle, et l'extermination totale du peuple tasmanien. Donc la Tasmanie, c'est cette petite île qui est au sud de l'Australie. Et donc depuis, ben, le problème est réglé, si j'ose dire, par l'extermination du peuple tasmanien. C'est un génocide. Est-ce que vous pensez, François Asselineau, que cette situation, vous le dites, peut dégénérer concrètement avec les autres pays arabes? Regardez. Vous voyez bien, je termine simplement mon propos, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. Et il est très difficile, l'expérience l'a montré. En Australie, les aborigènes ont été, bon, maintenant, mais ils sont plus que 2% de la population. À Hawaï, c'est pareil, lorsque les populations d'origine ont été submergées. Mais lorsque ça n'est pas le cas, vous avez à l'autre opposé, vous avez des pays qui ont été colonisés puis qui ont chassé l'Algérie, par exemple. L'Algérie, il y a eu une épuration ethnique en 62. Les Algériens ont fait dégager tous les pieds noirs, en fait. Donc, l'idée qu'il y ait comment dirais-je, un modus vivendi entre des populations qui revendiquent en fait les mêmes terres, c'est difficile. On a un peu la même situation en Nouvelle-Calédonie. L'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, de le citer, c'est qu'il y a à peu près, j'exagère un peu, mais à moitié, je simplifie, moitié Kanak et moitié population non Kanak en Nouvelle-Calédonie. Et sur la même terre de Palestine, ben vous avez à peu près moitié juifs et moitié arabes palestiniens, qui sont d'ailleurs pas tous musulmans, il y a une partie de chrétiens chez les musulmans. Donc, l'expérience historique que l'on peut avoir donne est plutôt pessimiste. Et quand on examine le dossier de près, on s'aperçoit que vous avez dans chaque camp des extrémistes qui en fait, qui n'acceptent pas l'autre. Il est là le truc. C'est-à-dire que Netanyahou, vous avez vu qu'il a fait un discours hier ou avant-hier, assez incroyable quand même, parce qu'il s'est prévalu de la Torah, enfin, il s'est prévalu de la prophétie de Isaïe, qui est vraiment que tout nous appartient. Donc il faut voir qu'il est le représentant parmi les juifs israéliens, d'une partie de l'extrême droite israélienne, qui en fait veut aller jusqu'à imposer la Torah, la loi de la Torah, comme il y a des musulmans qui veulent imposer la charia, et qui veulent en fait
qui est plus palestinien du tout. Voilà. Par exemple, à Gaza, ils veulent en fait qu'ils voudraient qu'ils aillent dans le Sinaï, en Égypte, etc. Ils n'en veulent plus. Et donc, ils ne veulent plus qu'il y ait de Palestiniens. Ça, c'est l'extrême droite israélienne. Et à contrario, l'extrême gauche ou les extrémistes palestiniens, notamment du Hamas, ils ont pour vocation, ils refusent l'existence même de l'État d'Israël. Et le problème, c'est que, alors on avait eu là en 93 l'espoir qu'on allait pouvoir arriver à faire coexister les deux communautés. Et malheureusement, cet espoir a été douché par les extrémistes des deux côtés. Parce qu'on a ressorti quelques jours après la signature des accords d'Oslo un discours de Yasser Arafat où il avait dit dans une mosquée à Johannesburg que c'était l'application de la taqiyya. Vous savez, cette façon d'avancer masquée musulmane. Et donc, premièrement, il recrée un État palestinien, puis en fait, il chasserait l'État d'Israël. Donc, ça n'avait pas varié d'un pouce. Et puis vous avez eu en février 1994, quelques semaines après les accords d'Oslo, vous avez eu un extrémiste israélien, Baruch Goldstein, qui, au caveau des patriarches à Hébron, avec une arme automatique, il a quand même tué 29 Palestiniens en prière, et puis il a fait 125 blessés. Donc à partir de ce moment-là, les bonnes volontés des deux côtés ont été voilà. Alors maintenant, pour revenir et terminer sur Macron, il est arrivé là-dedans avec ses... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est allé à Ramallah voir l'autorité palestinienne? Alors que le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas l'autorité palestinienne, c'est à Gaza. D'ailleurs, à Gaza, il y a une 25 Français qui sont là. Je n'ai pas entendu dire un mot pour essayer de sauver les gens qui sont, si j'ai bien compris, qui sont kidnappés à Gaza ou qui sont... Peut-être pas forcément kidnappés. En tout cas, moi, ils ne donnent pas l'impression de s'en être préoccupés. Deuxièmement, il est arrivé la bouche en cœur à Ramallah pour voir Mahmoud Abbas. Mais il a été très mal accueilli, et pour cause, puisque la France ne reconnaît pas l'État palestinien. Donc c'est quand même très difficile d'aller dans un État pour aller serrer la louche d'un chef d'État dont on ne reconnaît pas l'État. Et en plus de ça, il a commencé à ce moment-là à lancer cette idée de coalition internationale contre le Hamas, qui, honnêtement, qui montre qu'il est délirant. Pourquoi c'est délirant? Parce qu'il fait référence à Daesh. Or, Daesh, je rappelle, est un truc qui pue quand même. Parce que derrière, j'avais eu en 2017, je me rappelle, pour la campagne présidentielle, j'avais attaqué Macron là-dessus. Derrière Daesh, il y a des financements Qatar, Arabie Saoudite et États-Unis, en fait. Bon. Et la coalition internationale qui s'est menée avec des pays arabes, c'est exact, contre Daesh, parce qu'il y a beaucoup de pays du monde arabe qui ne veulent pas entendre parler d'islamisme. C'est quand même une coalition. C'est pas eux qui ont stoppé Daesh. Daesh a été cassé. Bon, il y a des petits restes ici ou là, mais globalement, Daesh a été vaincu, non pas par la coalition internationale, mais par la Russie. Donc déjà, de prendre l'exemple de la coalition internationale, c'est pas évident. Mais en plus de ça, il n'y a pas un seul pays du monde arabe aujourd'hui qui voudrait faire une coalition contre le Hamas, puisque les pays du monde arabe et la rue arabe, comme on dit, c'est-à-dire les foules arabes et les foules musulmanes, plus généralement au-delà du monde arabe, sont tous à soutenir le peuple palestinien. Donc jamais il y aura une coalition internationale comme il a pu y avoir pour Daesh, parce que là, Daesh était autre chose, c'était une idéologie islamiste qui voulait s'imposer de force. Alors que là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est considéré comme un peuple qui lutte pour sa souveraineté et son indépendance. Donc c'est con. En plus de ça, c'est doublement bête parce qu'il n'en a, si j'ai bien compris, Macron n'en a pas parlé aux États-Unis. Donc c'est même pas la peine de... Bon, c'est ridicule. La France... C'est quoi François Asselineau de Macron? C'est quoi? C'est un impair? C'est une forme d'inculture? C'est quelqu'un qui ne connaît pas le territoire, qui n'a pas été suffisamment renseigné, qui d'ailleurs... Il a mis du temps à y aller, il nous a expliqué qu'il fallait y aller qu'à partir du moment où il y aurait une solution viable à apporter. Et manifestement, ça n'a pas été. Il n'est pas rentré, il n'est pas passé sous le triomphe. Je pense qu'il a des problèmes un peu psychiatriques. Je ne vois pas d'autre chose. Mais même, comme vous l'avez rappelé, même l'Élysée, c'est-à-dire le secrétariat général de l'Élysée, qui a dû être actionné certainement par le Quai d'Orsay, n'était pas au courant. Ils ont été obligés après de modifier. C'est-à-dire que moi, ce que je pense profondément, c'est que Macron, il s'est rendu compte qu'il est tricard partout. Plus personne ne veut le recevoir dans le monde entier. Tout le monde sait
c'est un président de selfie. Voilà, c'est Ouais. un espèce de danseur mondain, complètement superficiel, qui connaît rien à rien. Donc les gens disent, oh, ça va, on va pas, et complètement aligné sur les États-Unis. Donc comme dit le dicton, il vaut mieux parler au maître qu'à ses domestiques. Ça sert à rien, on perd du temps de parler à Macron. Autant parler directement à Biden, ou plus exactement à l'État profond qui est derrière Biden. Oui. Et ça, je pense que Macron, qui est quand même pas complètement débile, je pense qu'intérieurement, il doit souffrir de ça. Et donc, pour essayer de faire genre, comme disent les jeunes aujourd'hui, il doit de temps en temps, il a une espèce de bouffée. Il doit se dire quand même intérieurement en se rasant, mais quand même, je suis le président de la République française, et donc il lance des trucs, sauf que ça tombe complètement à plat. Il a été accueilli par des gens qui brûlaient son effigie, Ouais. ce qui est normal. Pourquoi il Ouais. va là c'est un État qu'il ne reconnaît pas. Et en plus, on n'a rien à D'ailleurs, apporter. d'ailleurs, François Asselineau, c'est marrant, vous avez raison de parler de ça, parce que c'est une vidéo qui a été peu relayée dans les médias, voire pas du tout relayée dans les médias, alors qu'on a eu les mêmes médias qui ont fait des gros plans sur l'avion présidentiel qui est arrivé en Israël. Pendant 1/2 heure ou 1 heure, on a vu des gens meubler le silence pour nous annoncer que Macron allait descendre. Par contre, l'accueil à Ramallah, personne n'en a parlé, ou très peu, n'exagérons pas, très peu. Alors, il y a encore eu, si on entre dans le détail, après, il est allé en Jordanie. Ouais. J'ai l'impression qu'il a forcé la main parce que j'ai lu ça, les dépêches de presse et les journaux. Il allait peut-être aller, on ne savait pas s'il allait être reçu par le roi de Jordanie, il allait être reçu par des nationales. Bon, finalement, il a été reçu par le roi Abdallah II parce que je pense quand même. Mais c'est incroyable. Moi, je vous savez, j'ai été quand même au Quai d'Orsay. Un voyage de chef d'État, ça se prépare normalement. Ouais. Il n'y a pas un bouton de guêtre qui. Donc, un chef d'État ne se rend pas dans un pays sans que depuis une dizaine de jours, même en cas d'urgence ou au bout de quelques 4 ou 5 jours, tout son programme soit parfaitement précis et puis on sache qui va rencontrer. Et Ouais. le président de la République française, qui est quand même normalement un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité, il est évident que normalement, quand il va en Jordanie, il faut qu'il soit reçu. Or, il y a eu une incertitude. Puis on a appris Oui. d'un seul coup, comme ça, d'un chapeau, qu'il allait rencontrer le président égyptien. Moi, Ouais. j'ai l'impression que c'est de l'improvisation. Ouais. J'ai l'impression que Macron, il est aux abois parce que plus personne ne veut entendre parler de ce type-là. Comme l'avait dit méchamment Donald Trump, tout ce qu'il touche se transforme en merde, en fait. C'est effarant. Et donc, et en plus de ça, vous savez, dans le monde des chefs d'État, des grands, il y a quelque chose que j'ai découvert qui n'est pas forcément dans l'esprit des gens, c'est ils sont souvent un peu superstitieux. Ah oui. Il y a beaucoup, rappelez-vous, par exemple, comment il s'appelait, mais Mitterrand, qui consultait une voyante, Elisabeth Tessier, etc. Et c'est vrai dans beaucoup de pays du monde. Les plus hauts dirigeants, alors a fortiori, par exemple en Inde, aucune décision n'est prise par le gouvernement indien sans qu'il y ait eu des mages ou des qui aient regardé si c'était un bon jour. Pas en Chine, c'est pareil. Et donc je pense que Macron, il doit en plus souffrir de ça. C'est que je pense qu'il sait vraiment, il n'a pas la baraka, comme on dit dans le monde musulman. C'est-à-dire que c'est en fait un porte-poisse. Voilà ce que je pense. Et donc il essaie de lancer comme ça, mais au total c'est minable. Il ferait mieux d'en prendre son parti, puis de rester en France et de ne pas dire un mot. Parce que ça se retourne encore une fois, non seulement contre lui, mais contre la France, en fait. Oui, contre la voix de la France, je suis d'accord. Alors, ouais, je suis d'accord avec vous, François Asselineau. J'ai quand même l'impression que ces déplacements, notamment en Égypte, a été décidé au bar de l'hôtel en bas un matin. C'est vraiment comme ça que j'ai senti. J'ai l'impression que les mecs au bar de l'hôtel se sont dit tiens, il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour en Belgique, passe un coup de téléphone ou deux. Et on a vu Macron, dépêche l'AFP, d'ailleurs, chers amis de l'AFP, bonjour, pour nous dire ben, Macron va aller en Égypte. C'est quand même on finit là-dessus parce que j'aimerais qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle de tout ça. Finalement, c'est quand même l'affaiblissement absolu de notre positionnement, notre voie diplomatique, franchement, me Mais semble-t-il. oui, parce que tout ça, c'est de l'improvisation. Parce que, en fait, je dis, je crois qu'il est vraiment, les gens ne veulent plus le recevoir. Il a d'ailleurs regardé, il se voit très très peu avec Scholz. Bon, là, il y a eu Ouais. une petite balade à Hambourg, mais rappelez-vous, il y a 30 ans, il y avait quand même des relations entre les dirigeants, le président de la République française et le chancelier d'Allemagne qui étaient très très fréquentes. Là, les relations sont faibles avec la plupart des dirigeants. Il est pas reçu. Je crois qu'il est considéré comme, en fait, il est considéré comme un zozo, comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Hein. Je le dis avec vraiment tristesse, parce Oui, que quand on voit enfin, il occupe le siège du général de Gaulle, quand même. Hein.
Oui, oui, mais malheureusement, c'est comme ça et on doit encore Un supporter petit ça détail pendant aussi, tout le Nicolas, temps. Nicolas Vidal, je vous François interromps. Asselineau, j'aimerais qu'on avance parce que je sais que je vous Détail, connais bien, François Asselineau. petit détail aussi que j'ai trouvé Ouais. extraordinairement révélateur, la façon dont il a été reçu par Netanyahou. Hmm. Netanyahou n'avait pas de cravate, pas de veste, il était comme ça, c'était quasiment en tenue de week-end, avec un air. Netanyahou, il ne s'habille pas comme ça pour recevoir le président des États-Unis. Hein. Non, non, non. Oui, oui. Alors, ça Oui, veut dire. vous avez raison de le dire. Effectivement, c'est des détails qui sont plus que des détails, ça, hein. C'est C'est-à-dire révélateur d'une situation et d'un rapport de force. Hmm. voilà. En fait, je pense que Macron est considéré, dans le meilleur des cas, comme une espèce de pince. Bon, bah, il fait l'État français, il faut bien faire un petit truc, quoi. Mais voilà, ça ne compte plus. C'est affreux. On va voir. Alors, on va en continuer. Merci beaucoup ce matin. Vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à partager, bien sûr, ce grand entretien de François Asselineau. On vous remercie d'être avec nous, François Asselineau. J'aimerais qu'on parle de l'Ukraine. Ça y est, le narratif est tombé. Là, l'Ukraine, donc la fameuse contre-offensive qui devait mettre les Russes à genoux, comme Bruno Le Maire, apparemment est un désastre absolu. Et puis, des pays comme la Slovaquie hier a dit de ne plus donner d'argent à l'Ukraine. Et puis, on se rend compte que là, ça devient de plus en plus compliqué hein, pour maintenir le narratif sur l'Ukraine contre la méchante Russie. Ben oui, parce que force est de constater qu'il y a quand même maintenant plusieurs fronts Mm. pour les États-Unis. Il y a le front de l'Ukraine, c'est-à-dire en fait des États-Unis et de l'OTAN qui ont voulu arracher l'Ukraine, arracher la Crimée à la Russie dans le cadre des réflexions de Zbigniew Brzezinski. Donc c'est eux qui, depuis 2014, sont à l'origine du conflit. Hein, je le dis toujours parce que le lavage de cerveau en France a tellement fonctionné 24 heures sur 24 qu'il y a quand même beaucoup de Français qui pensent encore que c'est le méchant Poutine qui d'un seul coup a décidé d'envahir l'Ukraine et puis qu'après il veut envahir la Pologne et puis l'Allemagne et puis la France. C'est un narratif délirant, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Donc les Américains qui par ailleurs ont des intérêts, enfin Biden a des intérêts, on en parle très très peu en France, mais l'affaire du laptop de Hunter Biden, Mm. la famille Biden a été corrompue, a été financée par une entreprise pétrolière ukrainienne qui s'appelle Burisma, etc. Donc, sans compter les laboratoires plus ou moins secrets, interdits de produits extrêmement dangereux américains en Ukraine. Donc ça, c'était le premier front. Il y a le deuxième front qu'ils ont un peu ouvert au même moment. Rappelez-vous le voyage de Mme Nancy Pelosi, qui était à l'époque la speaker de la Chambre des représentants, Ouais. qui s'est rendue à Taïwan. Donc, les Américains sont présents sur le front taïwanais. Et puis maintenant, il y a le front Israël. Et là, il y a quand même deux des plus grands porte-avions du monde américains qui sont, avec des dizaines de milliers de soldats américains, qui sont au large d'Israël. Donc ça fait quand même beaucoup. Et Mm. du simple point de vue, tout le monde a pu le noter, c'est que on peut pas, les médias peuvent pas mettre à la une, tout est à la une. Donc évidemment, depuis le mois d'octobre, depuis le début de ce mois-ci, on a vu l'Ukraine passer à la trappe, en fait. Or, c'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Mais Parce oui. que à partir du moment où l'opinion publique se désintéresse de l'Ukraine, ça donne à la Russie quand même carte blanche pour avancer ses pions. Et puis ça fatigue. Les gens sont fatigués de Zelensky. L'opinion publique occidentale est fatiguée de Zelensky. Et moi, je pense que vous savez que les Américains sont quand même, c'est vraiment tous les pays du monde ne visent que leurs intérêts. De Gaulle nous l'a Mm. suffisamment seriné. Mais les Américains, c'est plus encore que tout autre. Enfin, je veux dire, c'est quand même la quintessence de la planche pourrie comme allié. Hein. C'était Kissinger lui-même qui avait dit s'opposer aux États-Unis est dangereux, mais être leur allié est mortel. Enfin, c'était Kissinger lui-même qui l'avait dit. Donc, moi, je serais à la place de Zelensky. Je serais assez inquiet. Vous avez rappelé en effet que Robert Fico, que le journal Le Monde appelle national populiste maintenant. Enfin, vous Oui. voyez comme c'est incroyable. Oui. Bon. C'est un type qui d'ailleurs est de l'international socialiste. Alors, Mm. il y a quelques années, mêlé à une affaire un peu sordide d'assassinat de journalistes, donc c'est quand même pas, je vais pas lui donner, c'est pas un petit saint. Oui, oui. Enfin, c'est un type qui appartient à l'international socialiste. Et quand j'ai vu Madame Nathalie Loiseau,
dont je rappelle qu'elle avait quand même été tête de liste de la liste En Oui, Marche pour les oui. européennes. Elle est montée au créneau en dénonçant le fascisme de ce type-là. Non, ce Robert Fico, il a déjoué d'ailleurs tous les pronostics. Il est arrivé largement en tête aux élections législatives sur un programme très clair, c'est-à-dire d'arrêter le soutien à l'Ukraine. Voilà. D'ailleurs, vous me permettrez de dire un petit point à ce propos, notamment, vous savez qu'il va y avoir les européennes en France comme en Europe en juin prochain. Pour nous, ce sera le 9 juin 2024. Vous savez, je l'ai déjà dit que je conduirai une liste UPR. Et je voudrais faire remarquer ici à tous les gens qui m'écoutent que Robert Fico, en Slovaquie, a été banni de tous les médias. Et pourtant, il est arrivé en tête grâce aux réseaux sociaux. Et le même phénomène s'était produit en Inde avec Narendra Modi il y a 2-3 ans. Voilà. C'est-à-dire que on assiste à quelque chose, c'est un peu une incise dans ce qu'on dit, mais je pense que c'est Oui, oui. important. On est en train d'assister au fait que les médias embraye moins sur l'opinion publique, justement parce qu'à la fin de ces narratifs, l'affaire ukrainienne, il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à comprendre quand même, que ce qu'on nous a raconté d'un côté sur Poutine, de l'autre côté, Poutine, dont je rappelle qu'il aurait dû mourir 250 fois depuis. Bon, Oui, oui. donc, qui est présenté, et l'autre qui est présenté comme un petit saint, les gens de plus en plus découvrent que c'est faux. Et je pense que les grands médias mainstream en ce moment, perdent énormément de crédibilité auprès de Oui. l'opinion publique. On l'a vu d'ailleurs avec LCI, je crois, qui a fait un... Ce que j'allais vous dire, François Asselineau, ils ont été obligés de faire un mea culpa. Hein. D'ailleurs, j'ai cru que c'était une fake news au début. Moi, je pensais que c'était un montage tellement que c'était énorme. Voyez-vous? Parce que ce que je sais, c'est que enfin, vous êtes journaliste vous-même, vous savez que parmi les journalistes, bon, bah, c'est comme dans toutes les professions, il y en a il y en a qui sont des abrutis, mais il y en a qui sont très intelligents. Et puis vous avez la moyenne. En règle générale, les journalistes, c'est quand même des gens qui ont quand même qui ont le cerveau délié, quoi, qui s'intéressent au truc. Et donc, l'unanimisme sur l'Ukraine ou dans les premiers jours sur Israël, etc., c'est un unanimisme de façade, parce que les journalistes ne veulent pas perdre leur job, Oui. mais il y en a quand même un certain nombre qui n'en pensent pas moins. Il y en a qui ne sont Oui, pas oui. forcément très fiers de leur... Même dans des grands médias, hein. Il y en a qui savent au fond d'eux-mêmes que c'est quand même pas terrible. Bon. Et donc, je le dis, je cite l'affaire Fico, parce que je suis convaincu que nous allons... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour 2024, parce que nous, on a fait un trait hein, sur les médias mainstream. Ouais. On les a sollicités des centaines de fois. Non, c'est non. C'est d'ailleurs un truc incroyable. Hein. Après, on donne des leçons de démocratie à la planète entière. Je vous rappelle, je suis le responsable politique français qui fait les vidéos. Je parle bien politique, hein, à la tête d'un parti politique qui fait les vidéos les plus vues sur Internet. J'ai fait des vidéos sur l'Ukraine qui ont dépassé 1 million, 1,2 million, 1,4 million vues. Et sur la présence de la France en Afrique, sur le Niger, j'ai fait des vidéos qui ont dépassé les 600 000 vues. Donc c'est quand même tout à fait considérable. Et je suis totalement... François Asselineau, en plus pour des sujets, je me permets, et puis en plus pour des sujets qui sont pas sexy pour la plupart des gens. En plus, c'est quand même compliqué. C'est la diplomatie, c'est la géopolitique. Donc, c'est à noter aussi. Effectivement, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça aujourd'hui aussi. Tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a de plus en plus, moi je le vois, j'ai créé l'UPR il y a 16 ans et demi. Je peux vous dire que quand j'ai créé l'UPR, c'était vraiment... les gens ne comprenaient pas pourquoi je proposais la sortie de l'Union européenne. Ils ne comprenaient pas. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ce que j'explique depuis 16 ans et demi, c'est qu'il y a une relation de cause à effet qui est cachée à la population. Il y a une relation de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN, et les conséquences très concrètes dont on pâtit, que ce soit par exemple le coût de l'énergie, le coût de l'électricité, comment dirais-je, le risque d'insécurité, le risque migratoire, tout ça, c'est vraiment notre appartenance. Et ça a été caché. Et ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus de gens commencent à réaliser le pourquoi. Pourquoi je dis ça depuis 16 ans et demi. Et ce qui est nouveau, alors je sais que les évolutions sont lentes, mais ce qui est quand même vraiment nouveau, c'est que de plus en plus de gens maintenant vont se renseigner sur Internet, ne serait-ce que parce qu'on a vu la fin de tous les grands narratifs. Hein, je disais tout à l'heure, l'Europe c'est la paix. Combien de fois j'ai entendu ça?
Maintenant, non, les gens ils disent non, l'Europe, c'est la guerre. Ah. Ce qui n'a Alors, jamais été vrai, hein, mais bon. l'Europe, c'est le bien-être, c'est le niveau de vie. Mais non, en fait, on avait un niveau de vie qui découlait de ce que nous étions avant l'Europe. Mais l'Europe est en train de détruire notre industrie, de détruire notre niveau de vie, etc., de nous forcer à des restrictions dans tous les domaines, à la privatisation générale des services publics, etc. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui dit bah, l'Europe, c'est le niveau de vie, hein. On disait aussi bah, l'Europe, c'est la liberté, c'est l'état de droit, mais plus du tout. C'est des Madame von der valeurs. Leyen et Monsieur Ouais. Thierry Breton, ils piétinent tous les jours les traités européens. Ça fait d'ailleurs belle lurette. Ce qui est tout à fait anormal, c'est qu'on laisse Madame von der Leyen gambader en liberté et faire absolument. C'est incroyable. Macron, s'il était un tant soit peu le président de la République française, il aurait dû demander des comptes à Madame von der Leyen depuis l'affaire des contrats Ouais. avec Pfizer, mais tout le reste. Là, elle s'est rendue en Israël, elle a pris une position outrageusement pro-israélienne qui a été désavouée par la majorité des États. Mais c'est quoi? Oui, puis elle ne représente personne, François Asselineau. Vous le savez mieux que moi, elle ne représente personne. Elle n'est élue par personne. Et elle parle toute seule, en fait. Elle ne représente qu'elle-même. Un président de la République française digne de ce nom, Mm. restant dans l'Union européenne, donc déjà c'est un Ouais. bémol. Mais Mm. dans le cadre actuel, Macron, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû téléphoner à Madame von der Leyen en disant Madame, vous avez outrepassé vos fonctions d'une façon qui n'est pas tolérable. Mm. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Vous devez présenter votre démission et l'ensemble de la commission tombée. C'est d'ailleurs un reproche qu'on fait à Thierry Breton. Monsieur Mm. Thierry Breton, il est commissaire européen chargé du marché intérieur. Le type, il s'est chargé de coordonner la fabrication d'obus dans des entreprises militaires de fabrication d'armement en France, en Italie, en Espagne. C'est incroyable pour envoyer en Ukraine. Après ça, il s'est chargé du DSA, le Digital Oui. Security Act. Après ça, il s'attaque à Elon Musk, mais c'est incroyable. Ce sont des coups d'État au sens propre, ils n'ont pas ce pouvoir. Et donc un président de la République française aurait dû dire, mais écoutez, Madame von der Leyen, vous avez trop tiré sur la corde, vous n'êtes que les employés en définitive des États, vous n'êtes que des fonctionnaires, vous n'avez été élu par personne, Monsieur Breton également, donc eh bien vous démissionnez. Et si vous ne démissionnez pas, moi, c'est ce que j'aurais dit comme ça. La France arrête tout versement immédiatement à l'Union européenne. Comme on Mm. représente 20% du budget, il y avait plus de quoi payer les fonctionnaires. C'est ce qu'avait fait De Gaulle avec la politique de la chaise vide, hein. Et vous savez, François Asselineau, que Thierry Breton va se présenter pour la liste Renaissance, serait probablement en tête de liste. Donc, vous imaginez bien Macron demander à Breton de démissionner, tiens. Je l'espère, parce que j'aurais Mm. deux, trois choses à dire en public sur les relations que j'ai eues avec M. Breton Mm. quand il était arrivé à Bercy. Mais ça, je le Mm. garde pour la bonne bouche. J'espère que Thierry Breton va être à la tête de la liste Renaissance. Mm. Donc voilà, en fait, alors le problème, c'est que pourquoi Macron ne fait pas ça? D'abord parce que c'est Macron, et puis je suppose aussi qu'il doit y avoir sur lui des dossiers, des trucs et des machins. Donc voilà, tout ça contribue à cette atmosphère délétère, en fait, où on a l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion et qu'il y a des gens qui partent, qui prennent des initiatives, tous azimuts. Enfin, c'est l'anarchie générale, hein, qui se développe. Mm. Allez, il nous reste encore, petite dizaine de minutes, parce qu'on est en matinale et forcément, on a un temps qui est. Mais merci beaucoup, François Asselineau, d'être là ce matin sur Toxin Média. Merci de la confiance qui nous est accordée à cette jeune matinale, mais qui vient de dépasser les 2 300 000 vues, tout de même, pour une matinale qui n'existait pas il y a encore un mois et demi. C'est quand même pas mal. Et en tout cas, beaucoup, très, très bon travail de l'équipe et de Clémence Oudiakova et de Guy Lafortelle. Allez, je voudrais qu'on parle, le temps qui nous reste, de cette fameuse menace terroriste en France. Et on va parler de l'Union européenne, parce que Gérald Darmanin s'abrite derrière la CEDH pour dire finalement je ne peux pas expulser tout le monde, alors que ces gens n'ont eu aucun scrupule à confiner 68 millions de Français pendant 2 mois ou voire plus. Voilà. Ces gens se moquent de nous concrètement sur le volet sécuritaire, du suivi et des moyens qui sont alloués et des capacités qui sont les nôtres de protéger les Français, François Asselineau. Il y avait De Gaulle qui disait, je m'excuse, j'étais un peu trop souvent tendance à citer De Gaulle, mais enfin c'est pour moi un point fixe quand même. De Gaulle dénonçait ce qu'il appelait les fausses fatalités de l'histoire. Voilà. Mm. En fait, vous avez toute une caste politique en France depuis des années
qui, en fait, camouflent leur lâcheté fondamentale. Ils ont une espèce de lâcheté ontologique. Ils sont fondamentalement des lâches et des peureux et qui n'osent pas créer des conflits créateurs et qui n'osent pas représenter la volonté populaire. Voilà. Tout à l'heure, je disais, là, par exemple, De Gaulle avait la politique de la chaise vide. Ça fait belle lurette que Mme van der Leyen et Thierry Breton auraient dû gicler. Mais ce que je dis là, on peut le dire sur toute autre chose. Lorsque Darmanin, il dit, par exemple, qu'il a des quantités de lois qui lui empêchent de ci et de ça. Enfin, une loi, c'est fait pour être changé. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Et comme vous l'avez rappelé, ça ne les dérange pas d'utiliser du 49.3 à tire-larigot pour faire passer des lois, notamment les lois de finances, pour obéir à Bruxelles, à la Commission européenne, aux grandes orientations des politiques économiques et aux exigences de la BCE. Donc, il s'agit toujours de se plier et de ne pas faire de vagues. C'est le pas de vaguisme. C'est l'idéologie qui imprègne tous ces lâches. J'en ai autant d'ailleurs à droite qu'à gauche, y compris à la prétendue extrême droite. Le Front National qui est devenu le Rassemblement National, c'est plus le Rassemblement National maintenant, c'est le reniement national. Vous avez vu quand même ce vote incroyable qu'il y a eu au Parlement européen où il a été question de donner encore 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Bon, j'ai vu que M. Bardella et tous les gens qui sont avec lui se sont abstenus. Ça veut dire qu'ils se sont abstenus, on va être encore plumé d'une dizaine de milliards d'euros pour donner à cet escroc de Zelensky, à son gouvernement infiltré de néo-nazis, et de toute façon un truc qui est en train de perdre la partie et qui risque de nous entraîner à une guerre contre la Russie. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc j'estime, et là j'espère qu'il va y avoir vraiment du sport pendant les élections européennes. Vous savez, dans le Landerneau, dans tout le petit Landerneau parisien, tout le monde sait bien que bon, Bardella, ça va. Hein, il a dû être approché par les services américains, comme Mélanie. Ce sont des gens, il ne défend absolument plus l'intérêt de la France, Bardella. C'est quoi d'ailleurs? En quoi il est différent de Macron, en fait? Il est pour l'Ukraine, il est pour envoyer des dizaines de milliards, il est pour le soutien total à Israël sans même avoir un petit bémol pour essayer de garder la position gaullienne traditionnelle, qui d'ailleurs est la position de la quasi-totalité des pays du monde, à part les pays de l'OCDE, c'est-à-dire de faire, oui, bien sûr, les actes terroristes du Hamas, c'est vrai, mais il y a aussi des extrémistes des deux côtés. Pas du tout, pas du tout. Il est complètement comme les autres, il s'est complètement plié devant le lobby pro-israélien qui prolifère, qui a eu au début, maintenant ça change un petit peu, mais quand même ça va pas. Et là, je parle de l'Ukraine, je parle d'Israël, mais je parle de tout le reste. On a une classe politique qui n'est pas capable, en fait, de suivre un autre conseil de Gaulle, redressez-vous, de se tenir droit. Et la France, elle a le droit d'avoir sa propre politique. Pareil en matière d'immigration, en matière d'identité nationale. C'est pas normal que la France continue à obéir aux injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme, dont un rapport a montré, ça a été relayé par le Figaro il y a quelques mois, ou un an ou deux, qu'elle était complètement infiltrée par des intérêts américains et de George Soros. C'est pas normal que la France qu'on continue en France à subventionner avec l'argent du contribuable des associations comme la CIMAD, par exemple, qui était un truc protestant, et qui passe son temps, il y a plus de 60% du budget de la CIMAD qui est financé par le contribuable, qui passe son temps à essayer de torpiller toutes les mesures prises par l'État pour empêcher l'immigration illégale. C'est incroyable. Ça n'existe dans aucun autre pays du monde. Vous ne verriez des associations financées par l'État pour comment dirais-je, pour empêcher les lois de la République de s'appliquer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas besoin d'aller, qu'on ne me dise pas, oui, vous êtes pour le régime chinois. Non, non. Allez regarder ce qui se passe en Australie, sur les questions migratoires, en Nouvelle-Zélande, vous verrez. D'ailleurs, au passage, sur ces questions migratoires, il y a quelque chose aussi qui me fascine. C'est toujours la scène politique française qui oublie toujours que la France, c'est un pays parmi 193
et de regarder ce qui se passe ailleurs. Allez regarder les politiques migratoires des pays du Maghreb vis-à-vis des pays du Sahel, par exemple. Il y a beaucoup à dire. Hein. Moi, je n'accepte pas cette façon d'être toujours montré du doigt. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui dépend de l'ONU. Lorsqu'il y a des flux migratoires, normalement, s'il y a des conflits, il est chargé de répartir les migrants. Et là, par exemple, lorsque j'ai vu que le pape François est venu en rajoutant une louche sur la culpabilisation, bien sûr, il a raison de dire que si les gens, il faut sauver son prochain, ça c'est tout à fait exact. Mais le problème, c'est que SOS Méditerranée et l'océan Viking, c'est pas du sauvetage de prochain. Ils vont faire du trafic. Ils vont à quelques kilomètres des côtes de Libye pour emmener ensuite les migrants à Gênes, où Madame Mélanie, d'ailleurs, qui s'était fait élire sur un programme Ouais. en fait, les fait entrer beaucoup plus qu'encore que son prédécesseur. C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, on a l'impression qu'il n'y a plus à la tête de la France quelqu'un je sais pas, qui a la tête sur les épaules. Vous savez ce que autour de moi, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais ça m'a vraiment. On a vu que le pape François, il a fait des déclarations absolument incroyables. Il a dit qu'il ne venait pas en France, qu'il venait à Marseille. Oui, oui, oui. Oui. Je peux vous dire que Mm. si j'étais Vous Macron, n'y seriez pas allé, vous, François Asselineau, en tant que président de la République, si il avait dit ça, le pape? non, c'est que j'aurais dit à monsieur Bergoglio, alias Pape François, j'aurais dit, mais écoutez, vous n'avez pas de visa pour venir en France. Voilà. Vous ne serez pas accueilli. Parce qu'il n'est pas seulement un chef religieux, il est chef d'État, et qu'il doit respecter la souveraineté. D'autant que ce n'est pas la première fois, il était allé à Strasbourg en disant déjà qu'il ne venait pas en France, mais qu'il allait à Strasbourg. Écoutez, c'est comme si Macron allait visiter je sais pas, la cathédrale, la basilique Saint-Pierre, oui, les musées du Vatican avec les stanze di Raphaël, et les chambres de Raphaël ou la Sixtine, et puis qu'il n'allait pas serrer la louche en disant non, non, je suis venu simplement voir les musées du Vatican, je ne suis pas venu au Vatican. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, 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 ça veut dire, et là, en faisant ça, en disant que moi j'aurais interdit au pape de venir, ben je me serais mis dans les pas, ça c'est quelque chose que les Français ne savent pas, je me serais mis dans les pas de beaucoup des plus grands souverains français qui ont été excommuniés par la papauté. Hein. Vous avez Louis XIV, Napoléon Oui, Ier, vous avez Philippe le Bel, vous avez Henri III, etc. ouais. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire prévaloir la souveraineté française. Et donc, sur ces sujets, par exemple sur le Vatican, j'estime que la France n'a pas accepté les leçons de morale. Hein, voilà, le pape, d'ailleurs, il a pris une position différente de son prédécesseur, de Benoît XVI, qui avait fait comment dirais-je, des commentaires beaucoup plus fins et intelligents. C'est pas vrai. La France, les pays de l'Union européenne, bien sûr, s'il y a mort d'homme, ils doivent empêcher les morts d'homme. Mais le droit international positif, c'est quand on récupère des gens, on les amène au port le plus proche, c'est-à-dire Djerba ou Sousse. C'est pas Gênes. Hein. Donc, en fait, le pape participe d'une opération qui n'a plus rien à voir avec la doctrine normale de l'Église. Bon, voilà ce que je voulais dire sur le pape, mais c'est vrai du pape, comme c'est vrai des États-Unis, comme c'est vrai, en fait, de tous ces. Vous avez toute la politique, la scène politique française, elle est à plat ventre. Ou alors, à l'autre bout, vous avez Mélenchon, mais alors lui, Mélenchon, il donne dans l'outrance, et puis il donne dans des fréquentations quand même particulièrement douteuses. Voilà, parce que Mélenchon, je suis désolé, il participe il refuse de défendre ce qui est quand même bien naturel, c'est que les Français, ils ont le droit de défendre leur identité nationale, comme tous les pays du monde ont le droit de défendre leur identité nationale. Il ne faut pas exagérer. Oui. Ce qu'on concède effectivement, ce qu'on comprend de l'Ukraine, on ne le comprend pas pour certains dans la classe politique de la France et des Français qui veulent aussi défendre leur souveraineté. D'ailleurs, on nous a beaucoup sorti la souveraineté des pays, des uns et des autres, mais sans reconnaître celle des Français. C'est bien dommage. Merci François Asselineau pour ce grand entretien. Merci Merci de beaucoup. m'avoir reçu. Voilà. Et Ben, merci, à bientôt. Ben, c'est normal qu'on vous reçoive, on vous donne la parole, c'est bien entendu, et sur des grands entretiens du temps long, de manière à ce que vous puissiez vous exprimer sur tous ces sujets. Moi et l'équipe, on vous remercie d'être passé par nos studios. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent pour ces européennes qui seront en juin 2024 à l'UPR. On verra bien. Et si vous me le permettez, dans l'immédiat, je donne rendez-vous à vos auditeurs qui le veulent de venir le 11. Le 11 novembre, ils peuvent trouver l'adresse sur mon compte Twitter ou sur notre site. À l'université d'automne de l'UPR, on va avoir beaucoup de gens qui vont venir débattre
Ça va être un grand rendez-vous. On attend au moins 1000 personnes et il y aura notamment le matin une table ronde sur la liberté de la presse et les médias et l'après-midi une table ronde qui va être assez intéressante également dont le titre c'est «L'Occident est-il fini?» Voilà, ça se passe le 11 novembre. Alors, s'il y a un petit frais d'entrée, au moindre si vous êtes adhérent, et c'est ouvert évidemment à tout le monde, et les gens pourront discuter, rencontrer toutes les personnalités qui vont venir sur cette... ils trouveront la liste sur notre site. Je leur donne rendez-vous. Ben voilà, le message est passé pour ceux qui voudraient se rendre aux universités d'automne de l'UPR et de François Asselineau. N'hésitez pas, en tout cas. Notre boulot, le média, c'est de faire passer des infos et de faire passer des idées, même si on n'est pas d'accord avec celles-ci. Merci beaucoup, François Asselineau. On vous souhaite une excellente journée, en tout cas un excellent week-end. Merci d'être venu sur Tocsin Média. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.